Euh, Bienvenue à toutes et tous. Il y a des étudiantes, des étudiants, il y a des collègues aussi de Sciences Po Grenoble. J'en vois pas mal et merci beaucoup. C'était aussi pensé pour eux, un peu un espace de formation et de discussion. Il y a des gens du public aussi. C'était l'objectif. On a fait ça à un horaire qui peut-être n'arrange pas tout le monde, mais qui permet aussi des présences multiples et variées. En tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir à Sciences Po Grenoble UGA pour cette table ronde en période un peu estivale. Il y a beaucoup moins d'étudiants que d'habitude. Et donc cette table ronde, elle est le fruit d'une réflexion et d'une préparation collective. Je vais commencer d'ailleurs par remercier vraiment du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont permis qu'elle se tienne. Je pense à Laurent Rivet et toute l'équipe de communication, à Damien Limoges, l'équipe de la DSI qui nous accompagne, aussi à Place Grenette qui permet de filmer et de rendre public. Il y a des gens d'ailleurs qui sont aussi en ligne et c'est une bonne chose, cette conférence. Je pense aussi à Camille Chaussinan, à Sarah Berato, à Pascal Martineau, à l'association des diplômés de Sciences Po Grenoble. Bon j'en oublie forcément. Juste, je tiens à partager là, on parle de démocratie au travail, le bonheur qui est le mien en tant que directeur, chef de cet établissement, de travailler au quotidien avec des équipes, des gens, des femmes et des hommes absolument dévoués, toujours sympathiques et dans la bonne humeur. Et ça fait des événements de cette qualité. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. La table ronde, elle est aussi le fruit d'une réflexion collective, car le thème choisi correspond à un des axes de notre projet d'établissement qui est en train d'être construit, qui devrait être présenté, amendé, affiné dans les semaines et les mois qui vont venir. Cet axe, je le présente, c'est construire un collectif ouvert et fort au service de la démocratie et de la qualité de vie. Deux mots qui sont importants à nos yeux, la démocratie et la qualité de vie. Et en effet, nous sommes plusieurs dans l'équipe de direction et même plus largement à considérer que les questions d'autonomie, les questions d'échange de points de vue, de la capacité à participer aux décisions sont des questions importantes. Et nous voulons expérimenter à l'IEP, un établissement public, des formes d'organisation du travail qui visent à le démocratiser, à renforcer le poids que chacune et chacun a dans la définition de ses propres missions, mais aussi dans la direction que prend notre établissement. Car, on va en parler, nous sommes face à un paradoxe. D'un côté, nous vivons dans des régimes, dans des sociétés qui se veulent démocratiques. Encore pour quelques temps, espérons-le. Une idée centrale fonde ces régimes démocratiques, c'est l'idée que les citoyennes, les citoyens sont considérés comme des égaux et peuvent influencer le cours des décisions qui les concernent. Ça, c'est d'un côté. Puis d'un autre côté, on a des sociétés dans lesquelles le travail occupe une place très importante. Nous y consacrons une grande partie de notre temps, plus de 60 000 heures dans la vie d'un individu. Une grande partie de notre énergie, parfois de notre identité, ça constitue qui nous sommes. Et ce travail reste bien souvent un lieu où la démocratie n'existe pas vraiment. En France, et nous y reviendrons, plusieurs enquêtes comparatives montrent qu'il y a peu d'autonomie, peu de coopération, peu de capacité à influer sur les décisions. Et il n'y a rien de naturel là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, d'émanence technologique qui empêche de donner une voix à celles et ceux qui font vivre les entreprises. Et donc, c'est l'objet de cette conférence d'essayer quand même de parler de cette démocratie au travail. Et je voudrais faire un petit point de vigilance. Parler de démocratie au travail, ce n'est pas du tout nier les cadres institutionnels et réglementaires qui encadrent les organisations professionnelles. L'IEP, Sciences Po Grenoble UGA, par exemple, c'est un établissement public avec des agents, avec des catégories de personnel, avec des règles, avec des instances qui, évidemment, doivent être respectées. De même, petite vigilance, parler de démocratie au travail, ce n'est pas du tout nier la démocratie sociale déjà existante, celle qui permet aux organisations syndicales, aux représentants élus du personnel, d'agir dans les instances de dialogue social. Au contraire, c'est les enrichir. Donc il ne s'agit pas d'opposer là les formes de démocratie, représentative, un peu plus directe, un peu plus participative, mais de les articuler, de les faire vivre dans des lieux qui, trop souvent, les ignorent. Alors, est-ce qu'il faut démocratiser le travail? C'est la question de cette conférence. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de réticence à partager le pouvoir dans les organisations de travail? Comment on peut associer réellement les salariés aux décisions qui les concernent? Comment réconcilier la performance économique avec le respect des personnes et la démocratie? Pour explorer toutes ces questions, nous avons la chance d'accueillir
3 personnalités de premier plan, des intervenantes et des intervenants dont je suis très fier qu'ils aient accepté de venir à Sciences Po Grenoble, et d'ailleurs qui ne sont pas d'accord sur tout aussi. Ça va être intéressant, même si je pense que on va vraiment progresser. Nous avons d'abord une haute fonctionnaire qui est engagée pour l'amélioration des conditions de travail, Caroline Gadou, qui est directrice générale de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est par ailleurs la marraine de la promotion de nos diplômés de cette année, que je remercie pour sa venue. Nous avons ensuite un chercheur, directeur de recherche au CNRS, Centre d'études européennes de Sciences Po, Bruno Pallier, coordinateur de cet ouvrage qui s'appelle « Que sait-on du travail ?», qui a l'air d'être une somme comme ça, mais qui est en fait une somme de petits papiers absolument tous plus passionnants les uns que les autres. Donc je vous invite vraiment à le consulter. Vous pouvez y trouver, y piocher en fait. Ça répond à toute une série de questions qu'on peut se poser sur le travail. Et puis nous avons une chef d'entreprise à la tête d'une structure coopérative qui a fait le choix de cette gouvernance partagée, Laurence Ruffin, présidente d'Almascope, qui est aussi vice-présidente de la CGScope, qui est aussi autrice d'une note à la Fondation Jean Jaurès, petite note très intéressante qui s'appelle « Petit manuel de partage du pouvoir dans l'entreprise ». Merci beaucoup, Laurence, aussi, pour votre présence. Ce line-up symbolise, je crois, l'exigence de notre IEP, celui d'être un lieu où se croisent à la fois des points de vue différents, des points de vue scientifiques, mais aussi, parce que évidemment, la science, les sciences sociales sont le cœur de notre identité, mais aussi une interaction avec les acteurs et les actrices de la société, avec le monde réel. Comment est-ce qu'on fait croiser ces différents points de vue? Donc, Caroline, Bruno, Laurence, merci beaucoup de votre venue et de nourrir cette réflexion collective. La table ronde, elle va s'articuler autour de questions assez courtes auxquelles chacune et chacun va répondre. Et puis, nous aurons le temps, une petite demi-heure, de questions, d'échanges avec la salle, évidemment. C'est important. Merci à toutes et tous pour votre venue et pour votre curiosité. Très bonne conférence à toutes et tous. Merci. Et donc, je m'assieds et je commence par une première question. Pour commencer la réflexion, dans le fond, revenir sur le diagnostic. Ce diagnostic relatif à l'organisation du travail en France, à l'absence de liberté, à l'absence d'autonomie, à l'absence de pouvoir de décision des salariés. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des éléments, des exemples qui permettent de l'étayer? Est-ce que la situation française est si grave que ça? Et si oui, pourquoi? Et Caroline Gadou, si vous le voulez bien, je vais vous donner la parole pour commencer. Merci. Alors, effectivement, s'agissant des chiffres sur cette question de finalement de la place que nous les avons en France dans le monde du travail, à la participation, au dialogue, à l'autonomie, les chiffres sont très convergents. On est généralement sur plus de 60% des personnes qui reconnaissent que l'autonomie, la possibilité qu'ils leur aient laissée de participer, que leur voix soit entendue au travail, quelque chose qui est déterminant pour eux dans la façon dont ils voient leur travail, finalement, ils ont ce sentiment de sens au travail. Et c'est quelque chose qui se développe, qui aujourd'hui touche tous les secteurs et toutes les générations. On parle souvent de fracture générationnelle, mais là-dessus, il n'y en a certainement pas ou pas beaucoup. Donc, besoin d'autonomie, besoin de sens au travail, besoin de se sentir valorisé, reconnu, de participer. Ça, c'est effectivement une tendance qui est forte, qui est devenue encore plus visible après le changement assez profond qu'a été la crise sanitaire du Covid. Et de l'autre côté, en termes de grandes caractéristiques qui vont, je pense, aussi alimenter notre débat, la question des pratiques managériales, avec finalement un grand bouleversement du management face à ces multiples mutations qui aujourd'hui frappent le travail, parce que le travail change avec le changement importé par le numérique, avec le contexte écologique, avec le contexte démographique, voilà, avec aussi toutes les évolutions sociétales, les attentes. Et une des choses qui, par exemple, marque aujourd'hui la pratique managériale, c'est le fait de devoir de plus en plus prendre en compte, intégrer des attentes individuelles, des demandes individuelles, à la fois venant de salariés qui peuvent être frappés d'une maladie. Aujourd'hui, quand on a une maladie chronique évolutive, on peut avoir l'envie, on peut avoir aussi la possibilité de continuer à travailler, mais il faut adapter le travail. Quand on est aussi aidant,
eh bien, il faut concilier le travail et sa situation. Tout un ensemble de situations individuelles qui arrivent aux managers, qui peuvent fragiliser le collectif, en tout cas qui bouleversent leur cadre de travail et qu'ils doivent également prendre en compte, de même que cette demande d'autonomie. Donc c'est aussi pour nous un des signaux assez forts que nous percevons, cette nécessité de réfléchir au positionnement du management, aux pratiques managériales, pour justement pouvoir être en capacité de répondre à ces bouleversements simultanés et qui sont extrêmement rapides. Merci beaucoup. Bruno, est-ce que tu veux continuer sur ces éléments de diagnostic? Voilà, je regardais dans le bouquin pour donner les chiffres précis. Donc, il y a un chapitre qui rappelle des enquêtes européennes qui sont faites auprès des salariés. Elles sont faites par ce qui s'appelle la Fondation de Dublin, fondation qui a été mise en place dans les années 70 pour étudier les conditions de travail, justement. Et donc, à la question de savoir à quelle fréquence vous arrive-t-il excusez-moi, je me trompe de question. C'est à quelle fréquence êtes-vous consulté avant que les objectifs de travail vous soient fixés? Donc ça, c'est pas mal de questions démocratie au travail. En moyenne européenne, on est à 60%. 60% des gens disent on me demande mon avis avant de dire ce que je dois faire. Mais en France, on est à 50%, en Allemagne 55%, Danemark 63%, Pays-Bas 63%. Donc c'est un petit peu moins. Mais là, ça n'est que consulter. Donc la question, elle ne porte pas sur est-ce que vous participez à la décision. Et c'est pas des questions sur l'autonomie. L'autonomie, c'est une autre question, c'est est-ce qu'on vous laisse des marges de manœuvre dans la façon d'accomplir vos tâches, sur les horaires, sur l'ordre dans lequel vous travaillez, sur la façon dont vous interagissez avec les autres. C'est deux questions assez différentes. Et là-dessus aussi, je ne vais pas ressortir des chiffres, mais on voit qu'il y a beaucoup moins d'autonomie en France sur un certain nombre de postes, et y compris pour des personnes très qualifiées. Hein, ça n'a pas grand-chose à voir avec le niveau de qualification, ni d'ailleurs le type de tâche qu'on va pouvoir trouver dans d'autres modes d'organisation des entreprises. Donc sur ces indicateurs-là, la France fait moins bien, voire beaucoup moins bien que d'autres pays. Et avant de passer la parole à Laurence Ruffin, je voudrais insister sur le fait que ces choses-là, ça pose des questions démocratiques dans l'entreprise, qui a des conséquences délétères sur les performances de l'entreprise et les performances des salariés dans l'entreprise. On voit très clairement des corrélations entre le taux d'absentéisme, la perte de motivation, le turnover, hein, je change souvent de billet, avec l'absence d'autonomie, l'absence de participation aux décisions concernant mon travail, c'est très clair. Mais on voit aussi en sciences politiques, et moi je suis en train de monter un projet qui le démontre, que quand on a des indicateurs assez précis de la capacité donnée aux salariés de participer à leurs décisions concernant leur travail ou pas, et l'autonomie ou pas, avec le vote pour les droites radicales. Il y a une corrélation très forte, moins d'autonomie, moins on a de capacité à participer aux décisions sur son travail, plus on a de probabilité de voter pour des partis d'extrême droite. Voilà. Donc c'est important pour la démocratie en entreprise, mais pour la démocratie plus généralement. Merci. Ok, merci. Alors peut-être pour compléter, je vais prendre un chiffre sur la question de la gouvernance. Ça complétera la question des conditions de travail et de l'autonomie. En fait, en France, dans les grandes entreprises, on a en moyenne 15% de salariés au conseil d'administration, quand en Allemagne, on en a 50%, ou quand en moyenne en Europe, on en a près de 40%. Et en fait, ça montre que la question de partager le pouvoir, alors ça ne doit pas se partager que à la direction, mais c'est quand même une manière de le penser, et que déjà à ce niveau-là, c'est un impensé dans le système en France. Donc ce chiffre pour moi est assez révélateur, et ça montre que en fait la démocratie, vous le disiez tout à l'heure, mais la démocratie s'arrête finalement aux portes de l'entreprise. Jaurès le disait très bien, il disait on est roi dans la cité, on est serf dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on vit vraiment l'entreprise comme un lieu de subordination où on a une distinction entre ceux qui détiennent le capital et qui décident et les salariés. Et d'ailleurs, on parle très peu du travail et on parle encore moins de démocratie au travail. Donc, je trouve que je suis ravie d'être là ce soir. Merci à vous d'avoir organisé cet temps d'échange, parce que c'est à la fois essentiel, je pense qu'on y reviendra après, sur des questions de comment on vit son travail pour l'entreprise et pour la société dans son ensemble. Merci beaucoup pour vos réponses.
La deuxième série de questions que je voulais poser, c'est sur le fait qu'il y a beaucoup de mots et beaucoup de tentatives d'expériences qui existent pour parler de démocratie au travail, la participation, la gouvernance partagée, les entreprises libérées, l'holacratie, peut-être certains en ont entendu parler, la sociocratie. Est-ce que pour vous, le management horizontal aussi, est-ce que pour vous ces mots ont de l'importance? Et au-delà des mots, quels sont d'après vous les quelques critères, les quelques éléments structurants qui font qu'on peut parler de démocratie au travail ou en tout cas de partage de décisions et d'autonomie? Quels sont les quelques critères qui font que dans une organisation du travail, on peut se dire là, les salariés ont de l'autonomie et peuvent participer aux décisions? Laurence. Alors, sur les termes, moi je vais retenir le mot coopération. Plutôt. Donc, peut-être l'illustrer. Donc, nous, on est une société coopérative, c'est-à-dire que les salariés sont associés. Par quoi ça commence? Pour moi, ça commence par de la transparence. C'est le premier volet, c'est d'avoir accès à l'information, de la partager, de considérer que l'information, que ce soit les résultats de l'entreprise, que ce soit la stratégie, qu'on ait accès à cette information. Le deuxième volet, pour moi, ça serait la question de la formation, c'est-à-dire de donner la capacité aux personnes de comprendre les décisions, de les mettre en situation d'être formés, et pas que sur des choses techniques. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, c'est d'être formé sur ce qu'est une entreprise, ce qu'est un compte du résultat. Donc, c'est vraiment être formé au-delà de son poste de salarié. Le troisième élément, ça serait autour de lieux de discussion, et de lieux de discussion en sous-groupe. C'est-à-dire que faire des assemblées générales, c'est bien, mais si on est 180 maintenant, la question, c'est quelle est la taille qui permet à chacun de s'exprimer, sachant que tout le monde n'a pas la même capacité à s'exprimer. Donc, par exemple, on a retenu, nous, que de 8 à 10 personnes, c'était une manière de donner un espace de discussion, et qu'il fallait que l'espace de discussion soit ouvert à la fois sur le quotidien, mais comment on organise le travail, qu'est-ce qui se passe pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, mais aussi sur des questions beaucoup plus stratégiques de dans quel pays on doit s'implanter. Donc, c'est d'avoir vraiment le double niveau dans des lieux de discussion. Alors après, on pourrait en avoir plein. Je vais pas. Ce qui me semble très important, en fait, c'est de pas considérer que la démocratie, ça s'arrête au vote. C'est-à-dire, très souvent, chez nous, on nous dit « Ah oui, vous votez sur les décisions ». En fait, ça, c'est la face visible de la démocratie. Ce qui est important, c'est tout ce qu'on construit avant, de quelle manière on le met en place, et comment c'est suffisamment clair et partagé pour qu'ensuite, ça arrive effectivement à une décision qui soit prise. On perd peut-être du temps en amont dans la construction de la décision. En revanche, c'est très puissant sur le fait d'embarquer et dans l'efficacité de la décision et dans sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Transparence, formation et petits groupes. Caroline, est-ce que vous voulez rajouter des critères fondamentaux? Pas véritablement, parce que nous, ce que nous portons côté ANAC, c'est vraiment cette question du dialogue en entreprise et la nécessité d'une culture du dialogue, qui est vraiment un des éléments essentiels pour justement aborder toutes ces questions. Et encore une fois, d'autant plus dans un contexte qui est celui d'un monde économique marqué par d'énormes bouleversements. Donc, vraiment faire le lien entre finalement une performance de l'entreprise, elle est plus forte si on peut aussi finalement associer les salariés, parce qu'on va mieux garantir leur santé, leur implication, mais aussi leur santé mentale, leur envie de rester. Et cette culture du dialogue, en fait, elle renvoie à une question de confiance. Et la question de la confiance entre direction et salariés, il faut la travailler dans le long terme. Il faut la travailler effectivement avec de la formation, ça c'est essentiel, mais y compris la formation sur le dialogue social, ce qu'est le dialogue social, comment on le pratique, comment on négocie. Ça ne s'improvise pas. Et ça doit donc être vraiment quelque chose qui doit faire l'objet de formation auprès de ceux qui sont amenés à le pratiquer. Effectivement, des espaces identifiés où on prend le temps de travailler sur le travail concret mené par les personnes, ne pas être uniquement sur, bien sûr, la participation des salariés à la réflexion sur la stratégie peut être un élément important, mais il faut aussi leur parler de leur travail concret et de comment, face à une difficulté d'entreprise, à un enjeu de production, on peut arriver à trouver des solutions qui fonctionnent en faisant travailler salariés et direction. Donc formation, espace dédié, mais aussi se dire que cet objectif de confiance, cette culture du dialogue, elle est vraiment un levier pour faire mieux fonctionner l'entreprise. Merci.
Alors, sur les mots, tout à l'heure, Simon, on se connaît depuis très longtemps, donc je le tutoie, je ne vais pas arriver à faire autrement. Simon t'a dit, il n'y a pas de loi qui dise que la démocratie doit s'arrêter à l'entreprise. Alors, si on avait des chefs d'entreprise ici, si on avait des juristes, certains juristes, ils diraient si. Il y a le contrat de subordination, le contrat de travail qui implique la subordination. Et un fameux juriste du travail a caractérisé le rapport employeur-salarié, Alain Supiot, comme un rapport de subordination. Alors moi, je fais toujours remarquer que on fait comme si en France, cette idée de subordination était intrinsèque au salariat. Donc, c'est ce que Supiot raconte. On a mis en place un échange. L'employeur garantit la sécurité, donc un emploi, un revenu, etc. En échange de quoi il obtient la subordination, c'est-à-dire l'obéissance aux directives de l'employeur. Et c'est un juriste, donc c'est des règles. Voilà. Le problème, c'est que de faire croire que ces règles sont consubstantielles aux salariés. Parce qu'il y a des salariés en Allemagne, il y a des salariés en Suède, et pour autant, il y a bien des patrons qui ont des responsabilités, il y a bien des contrats de travail, et c'est bien des gens qui sont salariés, et pourtant, le fait qu'il y ait des contrats de salariat n'empêche absolument pas la codécision. Laurence Ruffin le rappelait, il y a une participation des représentants des salariés dans la définition des entreprises dans les conseils d'administration, et ça n'empêche pas la majorité des entreprises et des services publics suédois d'être fondés sur l'organisation apprenante et horizontale. Donc, je voulais le préciser, c'est que on a figé justement un certain nombre de principes en faisant croire que c'est des règles ontologiques qui ont arrêté la démocratie à l'entrée de l'entreprise en France. Et des services publics, il y a des chefs, il y a des gens qui ont passé des concours, il y a des catégories A, B, C qui disent bien qui est là pour décider et qui est là pour pas faire. Alors, comment on pourrait faire de la démocratie? Moi, ce que je voudrais rajouter à ce qui a été dit, que je partage évidemment, mais les problèmes de management en France sont posés par leurs caractéristiques. Il y a 3 caractéristiques du management à la française qui est relativement délétère. Vous y avez fait allusion. Ces caractéristiques, c'est la distance. Donc, les décisions sont prises d'en haut. Donc, vous savez, si vous allez dans une entreprise, vous doutez que les chefs, ils sont dans le dernier étage, avec la belle vue sur Paris, puisque c'est aussi pris du centre, pour le reste, dans les multinationales en tout cas. La verticalité, c'est vécu comme descendant, c'est quelque chose qui est décidé là-haut. Et puis, c'est beaucoup du management par le chiffre. On fixe des objectifs, et puis débrouillez-vous, on met la pression pour y arriver. Eh bien, si on prenait les principes opposés à ça, on aurait plus si ce n'est de démocratie, en tout cas de choses. Donc, face à la distance, la proximité. Donc, beaucoup de travaux montrent qu'un management de proximité qui écoute et qui reconnaît est tout à fait nécessaire. L'horizontalité, c'est-à-dire la capacité à échanger, à être à l'écoute, à la reconnaissance, voire décider avec. Et puis, au lieu de mettre des chiffres quantitatifs, de mettre de la qualité et qualification, qualité des conditions de travail, qualité des relations de travail et donc qualité des produits, qualité des services, on arriverait peut-être à avancer vers quelque chose de plus intéressant. Après, à quel niveau ça se passe? Eh bien, dans les conseils d'administration, on a parlé. Participer à la définition de la stratégie de l'entreprise, c'est les garanties à la fois que l'entreprise soit performante, mais aussi au service des salariés. Voilà, c'est pas la pression, les licenciements boursiers, par exemple, mais aussi au niveau de l'unité, au niveau du service, faire en sorte qu'il y ait une capacité de prise de parole. Alors, je voudrais quand même faire part de choses qui ont été tentées en France et de comprendre pourquoi ça n'a pas forcément bien marché. Puisque, vous savez sans doute, il y a eu des lois en 1982, les lois Auroux, qui ont consacré le principe du droit à prendre la parole pour les salariés, d'avoir un moment de pouvoir s'exprimer sur leur travail. Et ça s'était présenté comme une révolution, l'introduction de la démocratie au travail dans l'entreprise. Et ça s'est beaucoup développé dans certains endroits, puis ça s'est petit à petit effiloché. Et on se pose la question de savoir pourquoi ça s'est effiloché. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles, mais je ferai allusion à 2. D'une part, c'est que cette prise de parole donnait l'impression de ne pas déboucher sur grand-chose. Donc, ça débouchait sur une prise de cri, d'opposition, ou alors... donc... pas ni entendu, ni pris en compte, ni même participé à la décision. Donc ça, c'était un élément. La deuxième chose, c'est que ça se faisait en présence des managers et le sentiment d'une manipulation qui fait que petit à petit, dans ces instances, on a vu disparaître
le cœur des problèmes pour aborder la machine à café qui était cassée, parce qu'on n'osait pas, forcément, on n'avait pas confiance, il n'y avait pas la confiance dans ces instances-là. Donc il ne suffisait pas de donner la parole, il faut aussi former, mais aussi mettre les conditions pour que cette prise de parole puisse être faite en toute franchise et en toute confiance, et qu'elle débouche sur une prise en compte des choses. On viendra sur les propositions, mais c'est quelque chose de tout à fait important. Ça me rappelle ce qu'on dit souvent sur la démocratie participative, qui est soit en fait tu parles et puis finalement derrière l'exécutif ou les décideurs décident tout autrement, soit la décision c'est uniquement la couleur du banc, quoi. C'est les deux problèmes. Et donc d'ailleurs Bruno, tu as anticipé sur une des questions, la question suivante que j'allais poser sur des exemples qui ont mal marché. T'as répondu à ça, la loi Auroux apparemment. Et moi je voudrais aussi des exemples qui Ouais, mais justement, donc la question c'est qu'est-ce qui sont d'après vous des bons exemples? Alors évidemment, Laurence Ruffin, vous allez pouvoir parler de Alma, mais on sera très intéressé pour entendre ce qui fonctionne, comment ça fonctionne. Aussi d'autres bons exemples de cas où en gros on a réussi à démocratiser, à partager la gouvernance. Et puis peut-être, si vous avez aussi des exemples d'échecs, parce que c'est quand même un risque, ça peut ne pas marcher. Enfin, il y a des conditions en fait pour que ça se passe bien. Donc voilà. Merci beaucoup. J'y vais ? Oui. Alors, l'agence que je dirige est là pour méthode d'aller en fait accompagner des entreprises concrètement sur le terrain à partir du moment où salariés et direction sont d'accord pour que nous intervenions. Ça, c'est un élément essentiel pour nous, autrement on ne peut pas intervenir. Et moi, ce que je voudrais souligner, justement, à partir de ces observations que nous faisons concrètement dans des entreprises de toute taille et souvent des PME, enfin des grosses PME, mais dans différents secteurs ou des structures sanitaires et sociales, c'est qu'il y a quand même des formes extrêmement différentes de management. Et on vient de dépeindre la partie sombre du paysage. Effectivement, on a un modèle de management, des références de management en France qui sont assez différentes de ce qu'on peut voir dans d'autres pays en Europe. Et nous avons par exemple contribué à un rapport que l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, a fait récemment, qui compare des modèles de management dans différents pays européens. Et effectivement, ça montre bien ce que Bruno indiquait, qu'il y a des spécificités d'un modèle dominant de management en France. Mais quand même, il y a heureusement des situations qui sont très différentes. Et il y a heureusement aussi des managers qui, dans une équipe plus petite ou plus grande, sont prêts à être bienveillants, ouverts, à laisser participer, à laisser de l'autonomie. Ça existe aussi, il faut quand même le dire. Et nous, ce que l'on observe, c'est que on a, y compris des entreprises qui, à un moment donné, peuvent traverser une phase de crise. Cette phase de crise, j'ai par exemple en tête une entreprise dans la métallurgie dans le sud-ouest qui est venue nous chercher parce que il y avait beaucoup de turnover, il y avait des gens qui voulaient partir, il y avait en plus un contexte de bouleversement parce que l'entreprise avait été rachetée. Donc vraiment ça coinçait à pas mal d'endroits, ils sont venus nous chercher et on a pu travailler avec eux sur la partie production et mettre en place justement des espaces pour ce qu'on appelle le dialogue professionnel, c'est-à-dire non pas le dialogue social avec les syndicats mais le dialogue entre salariés et managers pour traiter des problèmes du travail au quotidien. Ça a pris un peu de temps, mais ça s'est mis en place. Ils ont appris à se connaître, à se comprendre, à se faire confiance, et ça a permis de débloquer un certain nombre de choses, y compris dans le dialogue social, c'est-à-dire dans le conseil d'administration, dans toutes les discussions plus formelles. Cette étape-là, elle a été franchie et elle a permis aussi aux managers de se repositionner, de se re-questionner, de peut-être sortir de leur posture un peu descendante, mais aussi aux salariés de comprendre ce qu'est l'équation parfois impossible qui est celle des managers ou de la direction. Parce que quand vous êtes une entreprise, alors là, une entreprise industrielle de 900 salariés dans un marché ultra concurrentiel, vous devez être agile, vous devez essayer de faire mieux que vos concurrents. Et donc la stratégie, bien sûr, ça peut être très intéressant de la discuter avec les salariés, mais elle s'impose aussi par un contexte économique dans lequel vous êtes plongé. Donc il n'y a pas qu'un refus par des managers qui seraient froids et refusant de travailler avec les salariés qui amène à ces situations-là. Il y a aussi un contexte économique, un modèle productif global qui contraint ces choix. Mais en tout cas, souligner qu'il y a des pratiques managériales extrêmement différentes. Il y a aussi des managers qui ont envie d'être à la fois dans ce dialogue et puis dans l'exercice de leurs responsabilités et qu'on peut arriver à les faire changer, notamment en les aidant à mettre en place ces lieux
et ces méthodes qui leur permettent d'engager la discussion, le dialogue avec leurs salariés. Petite touche d'espoir quand même, mais ça implique quand même de réfléchir à la façon dont on forme nos managers en France. Et le modèle de référence qu'est le nôtre, qui est sans doute à faire évoluer, et ça implique aussi les étudiants de toutes les écoles. Merci beaucoup, Bruno. C'est Laurence. Moi, je ne sais pas si je peux mettre en avant des exemples. Il y en a certains dans l'ouvrage, mais ce qui est clair, c'est les choses à ne pas faire. En tout cas, on l'a dit, mais je pense qu'il faut vraiment le redire. Si on parle de démocratie, c'est il y a pouvoir dedans, et donc dans le pouvoir, il y a le sentiment et la réalité de participer aux décisions, de prendre les décisions. Donc les pratiques purement consultatives sont sans doute très bien, les pratiques d'écoute sont importantes. Les assises du travail ont conduit à faire une 17e proposition sur le droit à l'écoute. Ce serait déjà un sacré progrès. Mais si on parle de démocratie, c'est aller jusqu'à être co-décisionnaire. Dans cette allocratie ou démocratie au travail, ce dont il s'agit, c'est de prendre une décision collective. Je pense que c'est important de réfléchir dans un institut d'études politiques à ce que ça veut dire une décision collective. Ça veut dire une décision où les gens qui participent à cette réflexion collective qui va mener à une décision acceptent de le faire, soient disposés à le faire, donc soit en confiance, mais soit aussi prêt à partager la responsabilité de la décision sur laquelle ça débouchera, ce qui n'est pas toujours le cas du dialogue social ou de certains points de dialogue. Ensuite, ça nécessite de prendre le temps de réfléchir ensemble, de discuter, d'amener des débats, des points de vue contradictoires, parce que l'intérêt d'être en collectif, c'est qu'on n'a pas tous le même avis, on n'a pas tous le même intérêt, donc c'est vraiment de se donner le temps de cette diversité. Puis le temps de la délibération, c'est-à-dire de réfléchir ensemble à ce qui sont les avantages et les inconvénients des différentes pistes retenues, et d'être sûr que l'ensemble du groupe participe de la décision, soit par un vote, si possible par consensus, etc. Après beaucoup de travaux, il y a un bouquin de Philippe Urfalino qui s'appelle « Décider ensemble » qui le montre. Je crois que c'est ce que Laurence veut dire aussi, c'est que une fois que cette décision qui prend un certain temps, mais elle est prise ensemble, elle a après une capacité de conviction et d'efficacité extrêmement élevée, parce que chacun se sent partie prenante de la décision, donc responsable de la décision, donc porteur de la décision. Et au lieu d'avoir un chef qui va imposer la décision à tout le monde, c'est autant de personnes que celles qui ont participé à la décision qui sont le relais de cette décision et qui donc vont en diffuser la logique, l'explication, et vont aussi être à la mise en œuvre de celle-là. Donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt à la décision collective dans beaucoup d'organisations, en fait, qu'elles soient des entreprises, des services, des institutions. Mais il faut savoir obtenir l'engagement et être clair sur la façon de le faire, se donner le temps et être rigoureux sur le fait qu'on ne fait pas seulement un moment d'échange d'idées et puis quelqu'un d'autre prendra la décision, on va jusqu'à la décision et à partir de ce moment-là, elle porte beaucoup. Merci beaucoup. Laurence? Alors, je vais peut-être rentrer dans l'exemple du coup pour compléter vos propos. Donc, nous, on est Scope depuis notre origine, puisqu'on est issu de l'université et on a été créé sous forme de Scope. Alors, je dis ça parce que ça a une importance, c'est-à-dire que la culture, elle était démocratique dès le début. C'est-à-dire, on parle chez nous d'une petite république de salariés citoyens. On devient, quand on est salarié, en fait, lors du recrutement, on va parler déjà de ce que ça veut dire devenir salarié dans l'entreprise, puis de devenir associé. Ce n'est pas obligatoire, mais très concrètement, tous les salariés sont associés chez nous. Donc, cette pratique, elle est ancrée finalement dans notre culture. On est autant une entreprise qu'une coopérative dans ce qu'on veut promouvoir comme projet. Alors, si je rentre un peu dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire, donc je vous disais tout à l'heure, il y a la question de la transparence, c'est de partager les informations, des salaires jusqu'à la stratégie, c'est de former dès l'entrée des nouveaux almaciens, s'il y a des formations pour embarquer les gens sur la culture d'entreprise, mais aussi comprendre comment on fonctionne. C'est aussi, je peux aussi l'illustrer par le recrutement, par exemple. Le recrutement, c'est un recrutement avec les responsables, puis un entretien avec l'équipe qui va travailler avec ce futur embauché, qui a un double intérêt. Alors vous allez me dire, ça prend du temps, ça revient à ce qu'on disait juste avant. Oui, ça prend plus de temps parce que l'équipe va faire cet entretien, mais en fait, c'est extrêmement puissant parce que ça à la fois transmet la culture d'Alma au futur embauché, qui comprend que on fait un entretien collectif, et ça donne envie à l'équipe qui va donner son avis
que ça fonctionne derrière. Et chez nous, les recrutements, c'est le point le plus important, puisque il faut donner envie, bien recruter et donner envie aux personnes de rester. La question, c'est aussi comment on grandit et on continue à être démocratique. Donc, ce qui a amené, alors qui peut avoir différentes réponses, mais en tout cas chez nous, ça nous a amené à réfléchir à la mise en place de ce qu'on appelle des scopettes, c'est-à-dire des petites entités dans lesquelles on reste relativement autonome, engagé, capable de prendre des décisions qui soient démocratiques et efficaces, puisqu'il y a quand même cette question de on fabrique un produit, on fabrique des logiciels, on fait du service qui doit amener une forme de performance au sens de robustesse économique. Donc c'est la capacité aussi à faire évoluer nos pratiques, à expérimenter aussi. Par exemple, on a expérimenté la mise en place du tirage au sort dans nos conseils d'administration, d'un Almacien qui vient en conseil d'administration. On s'est dit, on le tente pendant 1 an, on fera un bilan au bout d'1 an et on verra si on continue ou pas cette pratique. Et ça me semble assez important de garder cette idée d'expérimenter et de voir si on continue ou on continue pas. Si je suis encore plus précise sur l'illustration, on peut prendre des exemples de comment on prend des décisions et en quoi c'est puissant. Je prends l'exemple des augmentations de salaire. On a eu des inflations qui ont été fortes. Comment on gère cette question d'inflation par rapport au salaire des personnes? En fait, on a décidé d'en faire une commission qui travaillait dessus, mixte avec une personne du CSE, donc représentant des salariés, une personne RH et des almaciens volontaires qui ont travaillé sur le sujet, qui sont revenus vis-à-vis du collectif avec des propositions. Et c'est le collectif qui a décidé de ce qui était à mettre en place, mais finalement en ayant intégré que augmenter beaucoup, ça mettait l'entreprise en danger et qu'il y avait une conséquence directe sur les Almaciens. Ça peut être aussi la question du jardin, c'est-à-dire on a acheté chez nous un terrain, donc on est juste à côté, à Saint-Martin-d'Air, on a acheté un terrain juste adjacent à notre bâtiment et on avait décidé de construire. Et en fait, on en a fait une discussion collective en disant qu'est-ce qu'on veut finalement, de quoi on serait fier de faire collectivement. On s'est dit non, en fait, on va pas construire un 3e bâtiment, on va rénover notre bâtiment et on va en faire un jardin avec la Ligue de protection des oiseaux pour en faire un jardin forestier. Donc en fait, c'est aussi ça que ça entraîne, le fait de construire collectivement. C'est à la fois construire des citoyens de l'entreprise, mais aussi au-delà d'aller vers une structure qui soit performante au sens classique, puisque les entreprises coopératives le sont, j'insiste d'ailleurs là-dessus. Statistiquement, les entreprises coopératives sont 15% plus pérennes que les entreprises classiques. Et en plus de l'être d'un point de vue ce que nous on appelle citoyenneté économique, c'est-à-dire engagée en tant qu'entreprise sur le territoire. Merci beaucoup. Je pense que les services publics, ils vous battent en termes de pérennité. Je voulais continuer avec ce qui est souvent présenté. D'ailleurs, Caroline Gadou, vous l'avez mis en évidence, cette différence entre la démocratie professionnelle et la démocratie sociale. Et souvent, on a tendance à dire que avec la démocratie professionnelle, finalement, le rôle des syndicats dans la représentation des intérêts et dans le rôle de la prise de décision est un peu contourné parce qu'on aurait des formes plus horizontales qui, du coup, ne passent plus par ce filtre-là. C'est ce que j'ai essayé d'un peu d'expliquer dans mon introduction. Est-ce que vous pensez que ces deux formes, la gouvernance partagée d'un côté et l'autre plus classique syndicale de démocratie, sont antagonistes, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'elles peuvent être complémentaires? Et je vais vous proposer de répondre en premier. Merci. Alors, nous, on parle plus, et ce sont aussi les termes des assises du travail qui se sont tenues il y a 2-3 ans maintenant, de dialogue professionnel et de dialogue social. Et vraiment, ce qui est le plus efficace, c'est quand on arrive à combiner les deux. D'une part, le dialogue social fait partie des formes obligatoires dans une entreprise. Et il est nécessaire d'avoir un dialogue social de qualité. Donc ça passe effectivement par la formation, par du temps, par une capacité aussi à donner aux personnes qui jouent ce rôle la marge de manœuvre qui leur permet d'exercer ces responsabilités qui ne sont pas faciles. Mais ça n'est pas du tout contradictoire, au contraire, avec le dialogue professionnel. Le dialogue professionnel, c'est justement tout ce que l'on vient de décrire, ces expériences de codécision, de réflexion commune, manager, salarié, sur des problèmes concrets, sur vraiment la vie de l'entreprise. Et il faut les deux. Et c'est quand on arrive à articuler les deux qu'on a finalement une bonne dynamique, parce que les représentants syndicaux, ils sont légitimés,
ils ne perdent pas leur rôle, au contraire, ils peuvent observer, s'enrichir de ce qui se passe dans le dialogue professionnel. Et dans le dialogue professionnel, on arrive aussi à toucher plus largement. On sait que aujourd'hui, le fait d'adhérer à un syndicat est quelque chose qui est minoritaire, même ultra minoritaire en France. Donc, pouvoir offrir à un salarié la possibilité, d'un côté, d'être représenté par des syndicats qui participent à des instances, et de l'autre côté, de pouvoir peut-être participer à un groupe de travail, à un espace dans lequel il va travailler avec des personnes d'une autre équipe, dans lequel il va rencontrer un manager et pouvoir travailler sur un problème, c'est aussi pour lui finalement beaucoup plus satisfaisant. Et c'est vraiment la combinaison des deux qui est le facteur qui va permettre d'avoir justement à la fois autonomie, participation et puis performance. Mais pour avoir aussi cette agilité, parce que c'est un des points quand même importants, notamment dans le cadre de ce monde très agité, complexe dans lequel sont aujourd'hui les entreprises, avoir quand même cette capacité d'être agile, de rester agile. Bruno, quand on discutait tout à l'heure, je te parlais d'une des idées de référendum et tu me disais attention, sois prudent. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? De toute façon, en sciences politiques, tu le sais très bien. Un référendum, ça peut tourner d'abord comme un plébiscite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut apparaître comme une façon de contourner le Parlement. Et donc, dans l'entreprise, un référendum, ça peut paraître, ou dans un service, comme une façon de contourner les instances représentatives. Et donc, à la fois les institutions, donc les différents conseils, disons, mais aussi les syndicats, en l'occurrence. Et donc, à manier avec précaution, je dirais. Mais en tout cas, ça touche un enjeu extrêmement fort, c'est que donc là, on est resté dans des mots un peu abstraits. Laurence a quand même décrit des pratiques, mais très concrètement, ça veut dire où et avec qui, cette démocratie professionnelle. Alors, on peut constater que dans les entreprises françaises et dans les services publics français, il y a des instances qui répondent à la question de où. Donc, il y a des conseils, en gros, où des choses sont censées être discutées. Beaucoup de travaux ont montré que ces conseils ont fait l'objet de réformes, les fameuses ordonnances Macron, avec en fait une réduction du nombre de conseils, une fusion des différentes compétences dans un grand machin qui s'appelle maintenant le CSE, et qui, du fait de cette concentration des objectifs et des missions, se trouve complètement sous l'eau, en fait, avec très peu de temps pour aborder des dizaines et des dizaines de questions en 1h30. Donc, il n'y a même pas le temps d'échanger dessus, alors encore moins de délibérer, en fait, tout ce qu'on a dit. Donc, il y a une vraie question de où, des instances pour le faire. Pour ce qui est du dialogue professionnel, vous l'avez bien dit, vous parlez d'expérience, mais il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de où prévu par la loi, par des règles, etc. Et puis, entre l'entreprise et le national, il ne faut pas oublier non plus les branches, qui sont des lieux auxquels se débattent. De quoi on débat dans ces choses-là ? On revient sur la question de savoir si les tâches qui sont fixées, l'organisation du travail, les conditions de travail font l'objet de dialogue. Ou pas. Les conditions de travail, c'est prévu. Les ex-CHSCT, maintenant dans les CSE, bon, j'utilise des acronymes, excusez-moi, on peut en reparler, mais c'est prévu qu'on parle de santé au travail, de conditions de travail, ces choses-là. Par contre, l'organisation du travail, la définition des tâches, il n'est pas prévu dans aucun texte français qu'il y ait des instances dans lesquelles on en débatte. Donc le sous-entendu, c'est le patron qui décide, le dirigeant qui décide, et pas le DRH. C'est très intéressant, mais les tops. Voilà, donc là, il y a aussi où et qui, enfin, de quoi on parle, et qui. Donc là, la question, elle n'est pas seulement de savoir du côté des dirigeants, elle est aussi du côté des salariés. Et donc, moi, je sais qu'on a des propositions, notamment la mise en place d'un droit à avoir son mot à dire sur son travail, avec que la loi prévoit de rendre obligatoire que pendant le temps de travail, une demi-journée par mois soit consacrée à l'expression des salariés sur les problèmes et l'expression de propositions entre salariés pour les renvoyer à la direction. Quand j'ai présenté cette proposition au syndicat, ils ont dit tout de suite « Oh là là, mais c'est qui va le faire, etc. » N'est-ce pas notre rôle ? Et je leur dis, mais est-ce que déjà vous le faites ? Ben non, on n'a pas le temps, il y a les CHSCT, puis tout ça, et les CSE, et puis de toute façon, c'est pas prévu. C'est pas forcément dans notre prérogative. Donc il y a aussi la redéfinition des prérogatives, la formation, assumer aussi que c'est des fonctions partagées, hein, de discuter de ces choses-là. Est-ce qu'on est prêt à le partager ? Est-ce qu'on souhaite le partager ? Il reste vraiment à savoir la question de qui pour le faire. Et là, il y a des vrais enjeux politiques de cette démocratie. C'est
Est-ce que on s'investit, une organisation syndicale s'investit dans le dialogue professionnel dans ces instances où on parle de l'organisation du travail, c'est-à-dire est-ce que le syndicat se sent de devenir co-décideur, co-responsable? En Allemagne, il n'y a aucun problème, ça s'appelle la codécision. En Allemagne, la cogestion ne pose aucun problème. Les syndicats n'ont pas l'impression d'être jaunes parce qu'ils participent des décisions et stratégiques et d'organisation du travail. Et en Suède non plus. Mais en France, et en Europe du Sud, avec la culture anarcho-syndicaliste, avec une prégnance du marxisme plus forte que dans les pays que je viens de citer, on considère que c'est une trahison de classe. En tout cas, une partie des syndicats vont considérer que c'est une trahison de classe que de participer aux décisions. Et donc, il y a des clarifications, y compris idéologiques à faire, et en tout cas, une conscience de ce que ça suppose de mettre en place des instances de codécision, donc de cogestion, donc de co-responsabilité. Merci beaucoup. Laurence, cette place de la démocratie sociale, des syndicats peut-être? Oui, non, moi je partage complètement le fait qu'il est important qu'il y ait la double articulation et que les deux doivent être renforcés. C'est-à-dire on commençait au début sur la question de renforcer les conseils d'administration ou l'organe de direction, et j'insisterai sur le fait que ça soit renforcé par la loi. Un exemple qui me semble marquant, c'est la loi Zimmermann. Enfin, je fais un pas de côté, mais en fait, on est passé en 10 ans de 15 à 40% de femmes dans les entreprises parce que la loi a été mise en place. Et en fait, on pourrait assez facilement avoir un peu ce même copier-coller de loi sur la question de la place des salariés dans la gouvernance. Et le deuxième volet, qui est l'articuler avec une place aussi plus forte sur comment on exécute, comment on fait son travail, quelles sont les conditions de travail plus quotidiennes, plus opérationnelles, nécessite aussi une mise en place législative. Et pour moi, l'endroit d'inspiration, c'est quand même l'Allemagne qui a ces deux organes de gestion, l'organe de direction qui est vraiment de la codétermination dans dans le conseil d'administration, et des Betriebsrat, c'est vrai, qui sont vraiment les organes courants, mais qui parlent du travail au quotidien. Merci beaucoup. Et puis après, je vais vous utiliser, chers invités, pour avoir une réflexion un peu plus spécifique sur les services publics, enfin les établissements publics que nous sommes. Donc j'ai expliqué un peu la volonté de notre direction de démocratiser notre manière de travailler. Est-ce qu'il y a des grandes spécificités liées à ce statut d'établissement public, dont la plupart des salariés d'ailleurs ne sont pas des salariés, sont des fonctionnaires, pas tous, hein, il y a aussi des contractuels évidemment. Et même pour ceux qui connaissent peut-être, notamment Bruno, je sais que tu y as beaucoup réfléchi, le modèle spécifique des établissements d'enseignement supérieur, avec notamment des catégories d'agents spécifiques que sont les enseignants-chercheurs, et aussi une forme de dichotomie entre les personnels, du coup, des statuts différents. Est-ce que vous auriez des conseils ou des analyses particulières, à la fois sur un établissement public et aussi un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche? Bruno, peut-être. Je peux être un peu inénarrable là-dessus, mais en fait, ça m'a fait penser à une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle le sens du travail, ou le sens au travail. Et donc, vous avez sans doute vu des articles, il y a des bouquins aussi sur la crise du sens au travail, le problème du sens au travail. Et donc, il y a beaucoup de travaux, on en a pas mal dans ce bouquin, qui essayent de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, ce sens du travail. Donc, vous entendez, c'est le mot sens, c'est pas le mot valeur, parce qu'il a été un petit peu préempté, on va dire, la question de la valeur du travail, mais la question du sens au travail. En fait, c'est polysémique, c'est pas surprenant, cette idée de sens au travail. Il y a, ça dépend de comment on le regarde, mais pour les individus, quand on les interroge, qu'est-ce qui fait que leur travail a du sens pour eux, qu'il est significatif, la première chose qui est mise en avant, c'est l'ambiance au travail. Donc, premier conseil, c'est que ça soit sympa d'aller au boulot. Donc, vous savez, c'est la boule au ventre, ou au contraire, j'aime bien mes collègues, on a une bonne relation, puis j'aime bien aussi mon manager, enfin, les choses comme ça. Et j'aime bien, c'est évidemment pas que à l'apparence, c'est les interactions font que. Deuxième élément de sens au travail, c'est est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que le service dans lequel je travaille, l'entreprise dans laquelle je travaille a du sens? Ça, c'est le niveau très macro. Donc, c'est est-ce que je détruis l'environnement ou au contraire, est-ce que je contribue à sa préservation dans l'entreprise dans laquelle je suis? Est-ce qu'il y a une utilité sociale? Des choses comme ça. Ça, c'est vraiment très macro. Alors, on dit que les jeunes sont très attachés à ça.
Oui, mais pas seulement. Ils sont aussi attachés à faire carrière, à avoir de l'autonomie, à avoir des opportunités. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de différence. Là, l'avantage d'un service public, c'est que ce sens-là ne fait pas question. Le fait de savoir s'il y a une utilité sociale, alors écologique, ça peut être discuté, mais en tout cas une utilité sociale, un hôpital, une infirmière se pose pas de questions, une institut sur l'école se pose, j'y arrive à votre se pose pas de questions sur l'utilité sociale de la mission de service public. D'accord? Mais, parce qu'il y a quelqu'un, vous ne voyez pas au fond, mais qui dit « Ah bon, vous vous rendez pas compte de l'état des services publics ». La question qui vient ensuite, c'est de savoir, je n'ai aucun doute sur l'utilité sociale, mais est-ce que j'ai les moyens de bien faire ma mission? Est-ce que je peux accomplir ma mission? Et c'est là où le bas blesse dans beaucoup de services publics. C'est là où, par exemple, dans les hôpitaux, c'est actuellement une catastrophe absolue, puisque je sais très bien, mon utilité sociale, c'est de soigner les gens, les accompagner. Il y a aucun doute sur cette utilité-là. En revanche, je suis mis par la T2A, par un certain nombre de réformes dans des situations où je ne peux pas faire bien. Et ce que je me vois faire, c'est la maltraitance. Dans les crèches, les micro-crèches, dans les maisons, dans les EHPAD, hors PA, mais de plus en plus dans certains services d'hôpitaux. Donc, c'est ces trois éléments-là qui font la chose, l'ambiance, le sens global, et ça, les services publics, a priori, n'ont pas forcément de questions. En tout cas, une université ne devrait pas avoir ce type de questions, mais par contre, quand on y va, quand on est sur le terrain, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai les moyens? Et les moyens ne sont pas seulement financiers, ils sont bien évidemment financiers, mais ils sont là. Deuxième point, tu m'arrêtes, parce que j'ai dit que je pouvais être long, mais puisqu'on est dans une université, il y a une expression qui s'appelle la démocratie universitaire, qui consiste à dire que l'ensemble de nos décisions sont des décisions collégiales et prises par les pairs, c'est-à-dire par des gens équivalents. En termes non pas de pouvoir hiérarchique, mais de formation et de type de métier. Ce que un certain nombre de collègues oublient un petit peu parfois, c'est que dans démocratie, c'est pour ça que j'ai insisté au début, il y a prise de décision. Donc la démocratie universitaire, elle débouche sur une décision de publier ou pas publier, de promouvoir ou pas promouvoir, de recruter ou ne pas recruter. Et donc, si on prend le modèle de la démocratie universitaire pour penser la gouvernance, il faut surtout pas oublier qu'on n'est pas seulement là pour échanger des arguments comme dans un séminaire, parce que c'est ça aussi notre activité universitaire, c'est dans un séminaire d'échanger des idées, de se critiquer, etc. Mais ça, c'est pas de la démocratie universitaire, c'est des pratiques d'amélioration réciproque. La démocratie universitaire, c'est chacun est respecté pour ses arguments, donne ses arguments, mais chacun et tous participent à la décision de publier ou pas, recruter ou pas, etc. Donc ça me paraît extrêmement important. Autre élément pour mettre de la démocratie, mais ça vaut pas spécifiquement ici, c'est les modalités de décision, faire en sorte qu'il n'y ait pas de décision qui tombe du ciel, dont on n'ait jamais entendu parler, qu'on découvre un matin, de décision qui ne soit pas fait l'objet au moins de consultation, de dialogue, voire si possible de codécision. Et donc, je te le disais, mais je le redis là, moi j'ai toujours essayé de mettre en pratique dans mes projets, quand j'ai dirigé un laboratoire, le principe du binôme, au moins le binôme, c'est-à-dire d'être toujours à deux sur une décision pour s'imposer, d'échanger autour du problème et de la décision à prendre avec quelqu'un d'autre, si possible différent de soi, donc aura un point de vue différent, aura d'autres arguments, qui nous fera penser à d'autres choses, mais quelqu'un de suffisamment fiable dont on sait que ses arguments, ce sont des arguments de bonne foi dans l'intérêt du service, de l'institution, etc. Ça me paraît tout à fait essentiel. Et puis, après, là, ce qui est vraiment important, je crois, c'est que en fonction du type de décision à prendre, puisque c'est les décisions, il y a des modalités qui sont différentes. Puisque tu as beaucoup travaillé sur la démocratie participative, aussi sur les conventions citoyennes, les outils de la démocratie ne sont pas adaptés pour tous les types de décisions et toutes les choses. Et je pense qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qui doit faire l'objet d'un référendum. Et d'ailleurs, la Constitution de la Ve République est censée l'avoir défini, ce qui fait l'objet de référendum et pas. Qu'est-ce qui peut faire l'objet de décisions dans les instances, c'est prévu pour ça, mais comment on fait, et d'autres de procédures de décision exceptionnelles, et d'autres de procédures de décision inroutinisées, celles dont on parlait, de prise de parole, de codécision dans des instances scopettes, servicettes, je ne sais pas comment il faudrait dire. Sous service. Merci beaucoup. Caroline ? Alors, pour les établissements effectivement comme une université, comme pour les services publics de façon générale, moi je prendrais un angle qui est celui du management, parce que c'est peut-être un des
point de vigilance à avoir avec deux dimensions. D'une part, et moi je suis fonctionnaire, j'ai travaillé dans beaucoup d'organismes publics différents. On a fait un tableau un peu négatif des méthodes managériales en France, d'un modèle un peu dominant de management en France. On peut se dire que dans le secteur public, nous avons aussi pas mal de retard qu'on a. Justement, on n'a pas beaucoup valorisé jusqu'à présent dans beaucoup de services publics le rôle des managers, l'importance de pratiques managériales, la possibilité justement par des pratiques managériales adaptées de pouvoir avoir cette qualité de vie au travail et en même temps cette performance. On a peut-être encore plus que dans certaines entreprises un mode de management qui est un peu un impensé ou qui est finalement assez classique, assez vertical. Heureusement, il y a là aussi des gens qui essayent de faire des choses différentes, mais voilà, premier point de vigilance. Dans le monde public, on est peut-être encore plus entre guillemets en retard sur l'innovation en matière de management parce que ça n'est pas valorisé. Ça n'est pas valorisé dans la nomination des dirigeants. Leur capacité managériale est rarement un élément qui va conduire à nommer une personne sur un poste, quelle que soit la nature du poste, à Paris ou en local. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger parce que les services publics comme les entreprises aujourd'hui sont face à un problème d'attractivité, de fidélisation, à des contextes extrêmement exigeants qui nécessitent d'aller chercher des bons managers et d'essayer de les garder. Donc, on commence à avoir des réflexions un peu plus larges, mais c'est aujourd'hui quand même un des points de faiblesse pour répondre à la question de Simon. Autre élément, point de vigilance par rapport au management, c'est dans un établissement comme celui-ci, mais il y a des similitudes avec l'agence que je dirige, c'est le management de personnes avec un profil d'experts, comme des enseignants par exemple. Et là aussi, il y a des pratiques managériales particulières, il y a des travaux qui ont été faits par des universitaires sur comment faire en sorte, avec ce profil de personnes très particuliers, de leur donner la marge de manœuvre nécessaire, qu'ils aient ce sentiment d'autonomie, de sens au travail, tout ça dans un cadre qui est celui d'une institution publique, avec forcément, à un moment donné, un donneur d'ordre qui est extérieur, un ministère, une instance exécutive d'une collectivité, etc. Donc le management des experts, le management de l'expertise, c'est un sous-ensemble du management qui est très spécifique, qui nécessite des méthodologies, qui nécessite aussi de former les managers à cela. Ce n'est pas toujours facile, mais voilà, ce sont des pratiques qui peuvent justement permettre de réussir ce chantier assez ambitieux. Merci beaucoup. Et Laurence, qui est dans un cadre différent, mais peut-être... alors en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent, même si c'est pas d'une structure entreprise, en fait, il y a pas mal de choses qu'on pourrait imaginer transférer. On a parlé du management, mais la question de la formation, la transparence. Ça me fait aussi penser qu'on a beaucoup parlé de la question de la gouvernance avec les salariés, mais en fait, je prends l'exemple des SIC qu'on accompagne, Sociétés coopératives d'intérêt collectif. L'idée d'avoir les parties prenantes, le territoire, des associations qui représentent, vous connaissez peut-être Cities ici sur la mobilité, le club de foot de Bastia avec qui on l'a fait avec les footballeurs et les supporters, le fait de le faire dans l'ENERCOP pour l'énergie. En fait, cette idée de dire, et ça me fait penser de dire, c'est un écosystème au sens large qui est associé à la gouvernance et c'est pas que puisque pour l'instant on a parlé actionnaires, associés, salariés, mais au-delà de ça, c'est une manière complémentaire peut-être de venir penser le projet. Le deuxième point, si on parle des outils, donc qu'est-ce que ça voudrait dire avancer vers plus de démocratie? En fait, ce que ça m'amène à penser à comment parler du projet de démocratisation de Sciences Po. Et en fait, c'est de revenir à pourquoi on cherche de la démocratie dans le travail. Et il me semble que la démocratie dans le travail, il y a des choses qu'on a évoquées et ça amène en fait un nombre de bénéfices sur plein de volets différents. Et c'est peut-être de ça, c'est peut-être comme ça qu'on peut embarquer la transformation de, enfin c'est pas mon, mais en tout cas la transformation, elle passe par le fait de vendre, de donner envie d'un projet qui répond à la fois à des questions individuelles, on en a beaucoup parlé, la question de donner du sens, la question de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire en fait être bien dans son travail, c'est pas avoir un baby-foot, c'est comprendre pourquoi on fait les choses et pouvoir donner son avis dessus, c'est pouvoir recruter, c'est pouvoir donner envie. Et je pense qu'il y a une question de donner envie à travers l'école qui peut venir de là. Le deuxième volet, c'est
donner de la robustesse aux structures. On sait bien que les entreprises, on l'a dit tout à l'heure, ou les structures dans lesquelles il y a de la gouvernance partagée, elles sont plus solides, elles prennent des meilleures décisions. Si je le transpose sur le monde de l'entreprise, on a des décisions qui sont très court-termistes dans les entreprises où on a peu de gouvernance partagée. On a des décisions qui prennent davantage en compte la question de l'investissement. Il y a moins de sous-traitance, il y a moins de délocalisation. Alors ça s'applique pas à Sciences Po, mais en tout cas, cette idée d'avoir une gouvernance plus robuste pour le bien de la structure me semble un deuxième élément qui donnerait de la force au projet de démocratisation de Sciences Po. Et le troisième élément, c'est qu'est-ce qu'on amène d'un point de vue territoire en faisant ça, d'un point de vue démocratique. C'était ton mot d'introduction. Ça me semble d'autant plus pertinent pour Sciences Po de se dire, en fait, quand on fait de la démocratie dans les structures, on crée des futurs citoyens engagés dans leur cité. Et clairement, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire le vivre, apprendre, quand on recrute chez nous des personnes qui n'ont pas été confrontées au fait de donner un avis, de pas être d'accord, d'apprendre à pas être d'accord, d'apprendre à défendre son point de vue, d'écouter l'autre. En fait, c'est un apprentissage de la délibération collective, c'est l'apprentissage de la citoyenneté, et on sait que c'est aussi une manière de lutter contre le fait de ne plus avoir confiance dans la démocratie, d'aller vers le RN, d'aller vers l'abstention. Et c'est aussi une manière de construire des citoyens en le faisant dans sa propre structure. Donc, au-delà de la question des outils, je pense que ça donne du sens au projet même de l'école. Voilà. Merci. Juste un point, parce que pour le dire, on n'en a pas beaucoup parlé, et c'est vrai que dans la démocratisation, tu parlais de cet écosystème, c'est clair que les étudiantes et les étudiants notamment sont une composante importante de cet écosystème, et d'ailleurs, en fait, ils sont déjà dans les modes de gouvernance. Je veux dire, au CA de notre établissement, il y a 9 étudiants, comme il y a 9 personnels. Bruno, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, à Sciences Po Paris, en tout cas, on a eu des réflexions sur la raison d'être, ça s'appelle comme ça et dans les discussions, il y a des gens qui rappelaient que Sciences Po était perçue, pas forcément de l'intérieur ou de façon positive, comme l'école du pouvoir. Et au sens, à la fois, c'était des gens qui avaient déjà du pouvoir, qui envoyaient leurs enfants apprendre à reproduire et à pouvoir prendre la place de leurs parents, mais c'est aussi apprendre à avoir le pouvoir, accéder au pouvoir et avoir le pouvoir. Et la conception du pouvoir qui est au cœur de cette vision-là, c'est l'idée que ceux qui ont du pouvoir, c'est ceux qui ont la capacité de décider, capacité ils apprennent, mais ils décident, et d'imposer leurs décisions aux autres. C'est cette conception assez très verticale du pouvoir. C'est celui qui a du pouvoir, c'est celui qui décide et qui l'impose aux autres. Il y a d'ailleurs des théories qui disent le pouvoir, c'est la capacité de A à faire quelque chose à B. Si je me souviens bien de mes cours de sciences politiques il y a très très longtemps. Peut-être que Sciences Po Grenoble veut devenir l'école de la démocratie et pas forcément l'école du pouvoir, et qu'à ce moment-là, évidemment, il faut être exemplaire dans les pratiques et la façon d'organiser la gouvernance et le pouvoir, la façon de pouvoir pour pouvoir être convaincant auprès des étudiants. Il reste que la question du pouvoir va pas être évacuée comme ça. En tout cas, on peut peut-être pas imaginer qu'on va vivre dans l'horizontalité et l'anarchie complètement. Chef d'entreprise, quand même. Voilà. Et donc, simplement, c'est peut-être aussi changer la conception du pouvoir. Et le pouvoir, c'est peut-être pas forcément d'imposer ses décisions et de les prendre tout seul. Moi, j'ai vu beaucoup de dirigeants d'entreprise être très fiers de dire qu'ils ont fait réorganiser l'organigramme à 3. Tout seul dans leur coin. Le plan Juppé, ça c'est mon domaine d'études, ils étaient très fiers de dire que ça allait être Blast. C'est une des premières fois où on parlait de l'effet Blast, parce qu'ils avaient été 5 dans les sous-sols de Matignon en secret à préparer le plan Juppé. Donc, et c'était une fierté, c'était la preuve du pouvoir, de l'intelligence, de la supériorité. Peut-être que le pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir d'embarquer, le pouvoir d'organiser, le pouvoir de donner le pouvoir aux autres. Ça peut être des choses intéressantes. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je pense que l'objectif d'être l'école de la démocratie est un très bel objectif, en effet. On a un peu de retard, donc je vais demander d'être très rapide. Et la dernière question que je voudrais vous poser, c'est si vous aviez un conseil à donner à une salariée ou un salarié qui voudrait un peu démocratiser son organisation, qu'est-ce que vous lui donneriez? Et dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, si je peux avoir trois points rapides, parce qu'il y a différentes personnes finalement dans cette entreprise. À un salarié, moi je lui dirais de ne pas hésiter à entrer dans une expérimentation, parce que parfois une expérimentation, voilà, c'est pas très défini. On se dit bon, est-ce que ça vaut le coup de perdre son temps, etc. Un manager, plutôt de pas avoir peur du dialogue.
et justement de ne pas avoir peur de céder du pouvoir et de perdre. Et puis aux étudiants qui sont dans cette salle, finalement d'inventer d'autres pratiques de management, puisqu'on en a quand même beaucoup parlé aujourd'hui. Et c'est aussi à vous que va pouvoir, c'est de vous dont dépendra aussi la façon dont fonctionneront demain les services publics et privés. Merci. Moi, si ça doit être en une phrase, c'est de se syndiquer. Voilà. C'est vraiment les organisations syndicales sont pensées et faites pour être l'organe de la démocratie sociale dans le monde de l'entreprise ou des services publics. Si on parle de problèmes de démocratie, etc., c'est aussi parce qu'on est en crise de syndicalisme. On a des taux de syndicalisation très bas en France. On a une division syndicale qui est absolument délétère. Et donc, voilà, si on avait plus de syndiqués, ça pourrait aller. Après, si il y a des offres de démocratisation, moi, l'incitation, c'est d'y aller avec vigilance, mais d'y aller. Et puis, mais il faut rester vigilant. C'est pour ça que je t'ai dit, par exemple, sur le référendum, les choses comme ça. C'est-à-dire que oui, il y a des fois, c'est de l'entourloupe, des fois, c'est du bashing, démocratique bashing comme green bashing, des fois. Et on sait bien, parce que ça, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que il y a rien de pire que de faire croire qu'on va faire et de ne pas le faire. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le résultat majeur des évaluations, des analyses de la démocratie participative en sciences politiques. C'est l'élu fait des réunions, va dans les quartiers, serre des mains, vous voyez, on vous donne la parole, etc. Puis après, on regarde le budget, on regarde ce qu'on a demandé dans le budget participatif, on regarde si le quartier a changé, rien n'a été pris en compte. Ça, c'est vraiment le facteur au mieux, si je puis dire, de l'abstention et au pire du populisme et du rejet des élites. Merci beaucoup. Et Laurence? Alors, moi, je dirais, on peut expérimenter, je pense que c'est intéressant, que pour aller plus loin, il faut réussir à embarquer. Donc, ça veut dire un changement soit culturel, soit d'embarquer les responsables. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais un peu sur les effets bénéfiques de la démocratisation, parce que c'est en travaillant sur ces effets positifs qu'on arrivera aussi à le faire de façon collective. Parce que penser qu'on va démocratiser quand on est seul, en fait, alors que c'est un processus et que c'est collectif, c'est de l'expérimenter, d'aller voir ailleurs. Je pense que d'aller voir des structures qui fonctionnent comme ça, en fait, c'est très facilitateur. Et de travailler sur la question culturelle, de à quel point démocratiser, ça, c'est intéressant. Merci beaucoup pour tous ces points. Je pense qu'on peut applaudir avant la série de questions, nos intervenants. Et donc, on va passer aux questions de la salle. Il nous reste une petite vingtaine de minutes, donc ça permet des échanges. Allez, bonjour. Comment vous faites, monsieur Bruno Paillère, pour dire aux gens, syndiquez-vous? Et sinon, les CHSCT là, qui ont été supprimés, ça, personne s'en est trop préoccupé. Et moi, c'était la santé au travail. Et sinon, qu'est-ce que j'ai? Dans les grandes entreprises, cette thématique de démocratie au travail est-elle partagée en France? Et voilà. Et dans l'enseignement, alors excusez-moi, mais la valse des ministres de l'Éducation nationale favorise pas du tout le boulot. Merci, on va prendre une petite série d'autres questions, s'il y en a. Même s'il y a déjà 3 questions. Moi, c'est une question pour Madame Ruffin. Voilà, je sais qu'à Alma, vous avez des entités à l'étranger, donc je voulais savoir comment ça fonctionnait, comment vous intégriez en fait ces entités dans le fonctionnement démocratique. Merci beaucoup. Oui. Tout d'abord, merci d'être là aujourd'hui. J'ai une question pour vous trois, mais peut-être un peu plus axée pour Madame Ruffin, qui est de se dire comment est-ce que on réussit à aborder la complexité de certaines décisions avec l'ensemble d'un groupe, un petit groupe ou un plus grand groupe, surtout si l'ensemble des participants de ce groupe n'a pas toujours la sensibilité nécessaire pour réussir à comprendre les problématiques qu'il y a derrière. Merci. Je vous propose qu'on réponde déjà à cette première salve, et puis on aura une autre salve de questions. Oui, il reste. Non, c'est plus
Puisque là, donc, comment je fais pour dire, je prononce le mot syndiqué-vous, c'est-à-dire que je signifie à Simon Persicot que dans les arbitrages qui pourront se présenter autour de, on va faire de la démocratie, mais avec qui, etc. Je pense qu'il faut d'abord privilégier les institutions, donc à la fois les instances et les organismes qui sont là pour le faire. Et je sais bien que c'est facile de le dire comme ça porte pas. C'était surtout pour signifier que je pense que toutes ces réflexions sur la démocratie ne doivent pas se faire sur le dos des organisations syndicales, mais au contraire doivent permettre qu'elles se renforcent. Bon, il y a pas mal de travaux qui ont montré que quand on met en place des instances, donc il y a eu en fait des expérimentations, Yves Duclos et d'autres à la SNCF, à la RATP et chez Renault, il y a maintenant 15-20 ans, mais il y a des choses qui continuent à la RATP en ce moment. Quand on met ça en place, avec les syndicats directement ou les syndicats simplement en accord et en soutien, les syndicats en sortent renforcés. C'est-à-dire que le taux de syndicalisation augmente, la légitimité syndicale, parce qu'ils commencent à acquérir des compétences, y compris sur l'organisation du travail, sur la définition des tâches, sur la connaissance des tâches au travail, ça renforce la légitimité par rapport aux syndicats qui sont parfois un peu trop cantonnés à des rôles de fonctionnaires du social parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont pas nombreux et donc ils doivent aller au CSE qui s'occupe maintenant des SST, en tout cas pour les grosses boîtes, avant les CHSCT et qui apparaissent distants de la position au travail. Le problème aussi des syndicats, c'est qu'ils sont pas nombreux et il y a beaucoup de choses à faire déjà dans ce qui est prévu par la loi et dans les instances et c'est pour ça que j'imagine que si on favorise la syndicalisation, il y aura plus de gens à même de remplir un certain nombre de fonctions et c'est vraiment l'importance de la démocratie sociale. Juste sur la complexité, c'est marrant parce que j'ai cru entendre dans votre question, mais je suis mal intentionné, que la foule ou un groupe a du mal à aborder la complexité. Moi, j'ai envie de dire l'inverse, c'est-à-dire que plus c'est complexe, plus on a besoin de points de vue et d'avis, donc d'intelligence collective, parce que c'est toujours très difficile. Enfin, moi, je fais plutôt des recherches collectives, des travaux collectifs. C'est difficile de prétendre à soi-même et à tout seul d'être capable d'appréhender toutes les dimensions d'un problème, en particulier quand elles sont complexes. Même Edgar Morin, quand il pense la pensée complexe, il le fait avec d'autres. Alors, je vais répondre sur les deux questions qui me concernent. Alors, à l'étranger, peut-être pour expliquer, donc nous, on a une structure scope et on a 7 ou 8 filiales à l'étranger qui distribuent nos produits. Du coup, je le dis, on fait toute la recherche et développement et la fabrication des produits ici et on commercialise au plus proche des clients industriels dans les pays. Ces structures ne sont pas coopératives. On s'est intéressé à se dire comment on pourrait s'organiser vraiment dans chacun des pays en coopérative. En revanche, on essaye d'avoir une approche qui soit la plus proche de notre approche en France. Dans le sens où, alors je vais prendre l'exemple du Brésil, c'est un Almacien qui allait monter la structure au Brésil, qui du coup a reproduit notre manière de faire, par exemple dans les recrutements, le mécanisme que je décrivais tout à l'heure, est aussi mis en œuvre au Brésil. On va avoir le recrutement individuel, puis collectif, la question de la transparence, etc. Donc ça, c'est le premier volet, c'est de reproduire sans que ce soit statutaire un mode de fonctionnement identique. Le deuxième volet, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui pour moi est important dans l'entreprise, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait de la valeur créée. Et en fait, qui est très conjointe à la question de la démocratie, sur la question de l'holacratie, des entreprises libérées, etc. Pour moi, il y a quelque chose de fondamentalement différent de la coopérative. C'est qu'à la fin, l'argent, en fait, dans une coopérative, on a aussi une réflexion sur la répartition de la valeur créée. Et dans nos filiales à l'étranger, on a le même mécanisme qui est de dire les structures fabriquent localement, dégagent du résultat, qui majoritairement est là pour consolider les structures à l'étranger, et ensuite être réparti entre les personnes de ces filiales. C'est-à-dire qu'on n'a pas de remontée, on n'a jamais eu en 45 ans d'Alma de remontée de dividendes dans Alma. Donc voilà un peu le fonctionnement. On essaye d'être le plus proche de notre fonctionnement coopératif sans en avoir la forme. Sur la deuxième question, qui était sur la complexité, alors c'est imparfait, moi je vais dire, mais je peux dire de quelle manière on cherche à y répondre.
en prenant un des exemples de on va décider de se diversifier. Il y a une dizaine d'années, crise industrielle, on s'est dit, on a à la fois des réserves, il faudrait qu'on se diversifie. On va lancer cette réflexion, qui est une réflexion complexe, de dire dans quel secteur, est-ce qu'on doit se diversifier ou pas, dans quel secteur on va. Donc on pourrait se dire, finalement, c'est mieux qu'il y ait 2 personnes qui décident parce qu'ils savent. On n'a pas pris comme ça. On s'est dit, on va avoir un comité, une commission qui va travailler sur les enjeux pour déblayer le terrain. Donc souvent on fait comme ça, des gens qui nous semblent avoir une personne plutôt sur l'international, une personne plutôt sur le développeur, qui représentent différentes fonctions de l'entreprise, qui vont travailler sur le dossier. Ensuite, on va avoir un écrit qui est le plus pédagogique possible. C'est-à-dire, moi, je considère qu'à partir du moment où on a un souci de transmission d'informations, tout le monde peut comprendre, on peut transmettre l'information. Il y a un 3e temps qui va être ce partage de cette information. Nous, on va utiliser par exemple ce qu'on appelle les Alma Café. Donc, c'est des formes libres, ouverts à tous, où on a un certain nombre de thématiques. Donc là, en l'occurrence, une thématique sur la commission vient présenter le pourquoi on devrait se diversifier, quels sont les avantages et inconvénients, en essayant d'être transparent aussi sur les risques qu'on prend à se diversifier, mais sur ce que ça peut nous amener. Puis un 4e temps d'échange, questions-réponses. Souvent, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, en petits groupes. Est-ce qu'il y a des points de clarification? Est-ce qu'il y a des apports? Est-ce qu'il y a des regards complémentaires? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce processus, c'est pour ça que je dis il est imparfait, c'est-à-dire qu'on ne crée pas des experts de la diversification. Mais la question en fait, on se pose des questions. Il n'y a pas une vraie bonne stratégie d'être sur un marché ou d'être diversifié, mais le fait d'aboutir à une conclusion qui a été de dire on veut se diversifier dans la santé. Pas pour des raisons on veut être moins dépendant d'un seul secteur. On pense que c'est important d'être contributif sociétalement et la santé, ça fait sens pour nous. Pour plein de raisons, on est arrivé à cette conclusion. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? En tout cas, c'est cette conclusion qu'on a prise et qui a été puissante parce que on l'a prise collectivement et que du coup, on l'a réalisée et qu'aujourd'hui, on est éditeur de logiciels, d'abord pour les CHU, dans la santé, etc. Donc, voilà, on peut pas dire que est-ce que tout le monde maîtrise la totalité du sujet. Je pourrais pas dire que oui. En revanche, de la force de l'attention à partager l'information et la décision me semble importante dans ce qu'on est devenu aujourd'hui, puisque aujourd'hui on est une entreprise qui va bien. Enfin, je dis ça aussi parce que j'en ai pas parlé. C'est pas pour dire on va bien, mais c'est aussi pour dire que ça fait partie de notre force, réside aussi dans le fait de prendre ces décisions de manière collective, de pas penser que on l'aurait mieux pris si on était tout seul parce qu'on était expert. Voilà, tout à fait. Il y a d'autres questions. Ouais, d'autres questions. Il y en a plus là. Bonsoir, Serge Slama. Alors, les juristes ont été interpellés. Il y en a au moins un dans la salle. Et alors, je suis pas travailliste, mais en tout cas, on a un préambule de la Constitution de 46 qui a valeur constitutionnelle qui prévoit le principe de participation. Donc, c'est bien prévu que les travailleurs participent par l'intermédiaire de leurs représentants à la détermination des conditions collectives de travail. Donc, c'est bien un principe constitutionnel de le décliner. Donc, ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, je suis pas sûr que la démocratie universitaire soit un exemple. Alors, je parlerai pas pour l'IEP de Grenoble, je me permettrai pas. l'IEP de Grenoble-UGA. En revanche, on peut prendre le modèle des universités à la mode LRU. On peut imaginer des présidents d'université qui ne gagnent pas les élections universitaires et qui sont élus ou réélus. Et il y a plusieurs exemples en France. Donc, c'est quand même un exemple de problème de la démocratie universitaire. Et tu parles de l'implication des étudiants. Fréquentant pas mal les conseils, je suis pas très sûr que les étudiants aient un réel poids au sein des conseils des universités au niveau central. Il y avait une autre surprise de parole. Catherine. Je sais pas, c'est des personnes sur laquelle la démocratie sociale de cet établissement. Bonjour, moi Catherine Saint-Agne, en effet, élue et syndiquée au CSA de Sciences Po Grenoble. Moi, j'avais une petite question parce que c'est très beau ce que vous dites, la démocratie, etc. Et justement, moi, j'ai été élevée, j'ai été éduquée aussi, avant d'arriver jusqu'ici, à Célestin Freinet, aux méthodes Freinet, où dès mon plus jeune âge, j'ai appris à travailler en groupe, en petits groupes. J'ai appris aussi à faire part de la décision qui devait être prise pour l'école. On avait des conseils de classe, on avait des conseils d'école. Et toute la démocratie et le travail en groupe, on n'a jamais dénigré quelqu'un qui était à côté de moi parce qu'il n'arrivait pas à faire ses mathématiques. Au contraire, on l'aidait.
Et moi, j'ai vécu tout le contraire avec mes propres enfants, qui quand même ont eu la chance un peu de connaître aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de défauts aux États-Unis, mais par contre, au niveau éducatif, pas du tout. Et moi, je pense qu'en France, on n'a pas du tout de culture comme ça. Tout le monde travaille individuellement. On a quelque chose de très hiérarchique. Le prof, il est là-bas. Les élèves, ils sont qu'à écouter le prof. Et c'est lui qui a raison. Et c'est pareil pour les... Donc, les gens, ils n'ont plus envie de s'engager. Ils n'ont plus envie de croire. Et comme vous dites, quand ils décident tout seuls à 5 dans une cave, et que c'est le pouvoir, et que Sciences Po aussi c'est le pouvoir, moi je comprends qu'en fait c'est très difficile après de vouloir de la démocratie comme ça aussi facilement. Il faut éduquer les gens et faire comprendre que oui, la démocratie c'est quelque chose qui nous est cher, mais qu'il faut aussi éduquer les gens à la démocratie. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Oui, Alors bonjour, moi j'avais une question. Alors on peut comprendre la démocratie au travail comme une manière de répondre au fait qu'il y a une certaine hétérogénéité des expériences et des intérêts au sein de la structure. Et dans quelle mesure est-ce que travailler en amont à l'homogénéité de ces expériences et de ces intérêts-là peut permettre non pas de s'y substituer, par exemple dans l'université on voit bien que même des enseignants-chercheurs qui ont été étudiants avant, ça permet pas de substituer la démocratie, mais dans quelle mesure est l'entreprise, par exemple, instaurer une mesure telle que les managers ne peuvent manager que des personnes dont ils ont déjà exercé le métier, pourrait permettre en partie, en tout cas, de résoudre des problèmes liés à la démocratie au travail. On va faire aussi les autres d'autres personnes qui vivent la démocratie sociale dans cette établissement. Thomas Fland. Merci. Moi, c'était une question qui était comment on articule cette envie de démocratie au travail, c'est-à-dire notamment d'avoir un espace où on est ensemble, un espace collectif, qu'on habite ensemble, avec l'évolution du droit du travail qui, depuis 30 ou 40 ans, va vers de l'hyper-individualisation, notamment sur le temps de travail, les aménagements, l'articulation vie pro, vie perso, qui détruisent aussi un petit peu les collectifs. Et comment on arrive à associer ces deux concepts ensemble? Ok. Ça répond peut-être Caroline? Effectivement, cette question de l'affaiblissement des collectifs, notamment avec le télétravail, avec effectivement des demandes autour de la prise en compte, comme je le disais tout à l'heure, de situations particulières, c'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même très fort. Alors, on peut se dire que justement pouvoir recréer ou développer des espaces collectifs de délibération, de participation, qui donnent à chacun le sentiment de pouvoir être impliqué dans les choix, d'être en tout cas informé, écouté, de pouvoir participer à la prise de décision, c'est aussi quelque chose qui va venir un peu compenser ces évolutions extérieures que l'on ne pourra pas complètement contrebalancer. L'individualisation des attentes, y compris dans le monde du travail, c'est aussi en résonance de l'évolution de la société. Donc, c'est quelque chose qui va certainement perdurer. Mais d'où la nécessité de trouver aussi comment renforcer les collectifs d'une autre façon. Et justement, avec le sens au travail, ça peut donner des espaces collectifs qui soient attractifs et qui soient stimulants et qui justement puissent un peu compenser ce que l'on perd par ailleurs en étant peu souvent ensemble derrière ces écrans et avec finalement une dissociation des temps de travail plus importante qu'auparavant. Okay. Yes. Alors, plusieurs réactions peut-être sur l'hétérogénéité des intérêts et demander aux managers de manager des gens dont ils ont fait le métier. Le problème, c'est que c'est les pratiques françaises. C'est-à-dire qu'en France, on promeut au titre de manager quelqu'un qui était très productif dans son service. Et il se trouve que manager, c'est pas faire appel aux compétences du producteur. Il y a des compétences spécifiques, donc on peut très bien avoir un Ted Lasso si vous voyez la série. En tout cas, quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui est un très bon manager parce qu'il a les compétences de manager. Donc moi, je suis pas sûr que ça soit le meilleur principe. En tout cas, c'est le principe français. Et on n'est pas super content de ces résultats. La deuxième chose, c'est que l'idée même de démocratie, c'est de faire vivre ensemble des gens qui sont différents. C'est ça le principe de la démocratie. C'est vraiment de trouver des modalités de décision collective qui soient légitimes et acceptées à partir de groupes et d'individus qui sont différents.
qui ont des intérêts différents. Et donc, on a parlé étudiants, profs, dirigeants et personnel de nettoyage. J'y insiste un petit peu. Et c'est dans la même institution, le même espace, mais il y a des intérêts différents. Il y a pas forcément des intérêts contradictoires, mais en tout cas, ils sont différents. Comment on trouve des moyens de décider pour que chacun s'y retrouve dans ces différences? C'est tout le principe. J'ai beaucoup travaillé sur la démocratie sociale, hein, donc sur le paritarisme, le fait que les employeurs et les salariés décident ensemble d'un certain nombre de choses. Très clairement, leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Mais par contre, ils construisent des espaces de codécision où là, ils ont intérêt à ce que ces espaces existent, parce qu'ils vont s'y retrouver, parce qu'ils voient l'intérêt partagé qu'il y a à décider ensemble, même s'il y a des choses. Moi, j'avais envie de dire que sur l'individualisation, il y a des façons collectives de le faire. Donc, j'ai un exemple là, pour le coup, d'une entreprise. Il y a une entreprise qui s'occupe de bus à Lyon, qui sait que c'est très important pour garder les gens qui puissent, certes, être soumis à des contraintes d'horaire qui sont ceux de services publics de bus, donc qui sont aussi le soir et le matin, tout en essayant de faire en sorte que chaque conducteur de bus ou conductrice puisse avoir un mot à dire sur ses horaires. Donc, c'est un logiciel qui prend en compte les préférences. Mais le deuxième temps qui rend la chose collective, c'est qu'il a mis en place, ou l'entreprise a mis en place une bourse. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des services qui ont été définis par le logiciel qui tiennent compte des préférences des uns et des autres, il y a une bourse pour dire, moi, j'ai ce week-end-là, est-ce que quelqu'un peut l'échanger? Donc là, on retrouve de la solidarité, de l'échange, y compris dans ces choses-là. Bon, je ne parle pas de l'évaluation de la rémunération, mais en tout cas sur ce point-là. Sur Freinet et sur Montessori, parce qu'on va citer Freinet, mais on pourrait citer Montessori, je pense que c'est vraiment... Ah non, juste un point avant sur la démocratie universitaire. Je ne pensais pas du tout aux élections de président d'université. Pas du tout. C'est pas de la démocratie universitaire, ça, c'est de la politicaille. Non, je pensais à la façon dont on prend nos décisions académiques. Publier, je l'ai dit, mais je le répète, publier ou pas publier un article, recruter ou ne pas recruter quelqu'un, promouvoir ou pas promouvoir, et normalement mettre une note ou une évaluation à une thèse. C'est collégial. C'est ça que j'appelais la démocratie universitaire, c'est pas les élections. Voilà. Sur Freinet Montessori, en fait, vous touchez du doigt le problème français, qui est le système éducatif. Parce que là, il y a beaucoup de travaux qui le mettent, et Diribarne était un des premiers à le dire, c'est que cette verticalité, cette descendance, elle vient du système scolaire, qui lui-même vient de Napoléon. Et c'est pas un hasard, d'une vision du pouvoir extrêmement détendante, hyper élitiste. Il y a que quelques-uns qui savent ce qu'on a bien sélectionné, etc. Puis les autres, de toute façon, on n'a pas besoin qu'ils réfléchissent. Napoléon n'avait pas besoin que les paysans ou les soldats réfléchissent. Donc il fallait surtout pas les former. Il avait juste besoin de former une petite élite. Sauf que notre système, il reste dans une logique de fonctionnement qui date de cette période, hein. On est d'accord, le système du concours, de la sélection, des meilleurs à l'écrit, etc., c'est la même logique que celle de Napoléon. Or, on a besoin que l'ensemble des personnes soient formées aujourd'hui dans une économie de la connaissance, et on a besoin de faire appel à l'innovation, à la création. Ce que Freinet, ce que Montessori essaye de faire, enfin, de ces méthodes-là. Et il est effectivement frappant et choquant que ce soit perçu comme des sectes à éloigner de l'éducation nationale que, je cite Montessori ou Freinet. Mais ça dit bien de ce qui se joue dans le système éducatif français, qui est la sélection des meilleurs et non pas l'apprentissage de tous, et encore moins l'apprentissage des valeurs et des pratiques démocratiques, de tolérance, du respect, ce qu'on appelle le non-cognitive skill dans un autre langage. Et donc la pratique du pouvoir à laquelle on peut assister dans les entreprises, comme dans la politique, comme dans les services publics en France, elle s'est apprise à l'école, effectivement. Et donc, un des chantiers majeurs, c'est effectivement de transformer l'école. Et donc, bon courage à Simon. Oui, c'est ça. Parce que moi, je rappelle que c'est comme le porte-avis qui dit la loi est faite pour l'un et l'inverse. Hein? C'est ça qui a que continue. Je sais. Merci. Et puis, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Parce que la connaissance, personne ne peut être... la connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est toujours mon devenir.
Merci. Alors moi, j'adhère complètement au fait que la question passe d'abord par l'école. Après, même si on préférerait que ça passe par l'école, la question qui se pose, c'est quand même de dire, si ça se fait pas mieux à l'école, il faut que on le fasse dans l'entreprise ou dans les structures dans lesquelles on est. Moi, c'est plutôt ça. C'est pas facile. Je suis pas en train de dire c'est facile, mais c'est quelque chose en tout cas, ça doit rester un objectif. C'est peut-être plutôt comme ça. Ça doit rester une intention. Même si les personnes ne sont pas formées, n'arrivent pas dans le monde du travail avec cette capacité avec cette idée de faire ensemble, moi je pense que les organisations, les structures ont un devoir de mettre la question de la démocratie au cœur de leur fonctionnement et de pas considérer que en fait, parce que c'est plus simple, parce que les gens qui arrivent, ils sont plus habitués à un mode hiérarchique, et ben c'est comme ça qu'on l'applique. Et que en plus, en l'appliquant, en prenant le temps, avec le temps, en fait, ce qu'on voit, on le voit dans les transformations d'entreprise. Alors, je vais reprendre cet exemple, mais les transformations d'entreprise qui passent d'entreprise classique à entreprise coopérative, on a ce passage difficile on avait un fonctionnement classique et on bascule parce qu'il y a une volonté de basculer dans un fonctionnement coopératif, dans un fonctionnement plus démocratique. C'est pas facile parce que les gens n'ont pas été formés pour le faire. Et on a quelques mois de déstabilisation où on va plutôt perdre. C'est-à-dire que les responsables vont patauger un peu, les équipes aussi. Mais derrière, en fait, ce qu'on voit, et toutes les études le montrent, c'est que ça marche beaucoup mieux à tous les niveaux. Donc, moi, l'idée, c'est plutôt de dire, oui, on n'est pas dans un système d'éducation qui est favorable. Il n'empêche que c'est quand même aussi une possibilité de le faire dans l'entreprise pour accompagner cette évolution des personnes. Merci beaucoup. On va prendre une dernière série de questions et on va déjà être un peu tard par rapport aux horaires, sachant qu'on demande déjà à des gens de travailler en dehors de leurs heures de travail. Donc, on va faire vite. Oui, vas-y. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un peu aujourd'hui une forme d'injonction à la démocratie, dans le sens où c'est quelque chose dont on en parle beaucoup souvent dans des sphères plutôt militante ou du moins universitaire, un petit peu élitiste, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu aujourd'hui cette forme d'injonction à vouloir imposer ce modèle de fonctionnement? On a notamment le chercheur Amartya Sen qui parle de la capacité, de cette capacité qu'ont les gens à pouvoir s'emparer et développer localement par eux-mêmes les choses. Et il oppose à ça du coup des modèles un peu préfabriqués qu'on voudrait imposer, venir développer. Donc par exemple, on prend un pays qui est en famine ou autre et on lui apporte une aide humanitaire, un modèle d'éducation et tout, et où finalement par là, on vient lui retirer de la capacité en le rendant dépendant d'un autre modèle ou autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu ce problème-là aujourd'hui, comme on en a discuté dans toutes les réformes qu'on a sur les modèles de rapport entre syndicats, entre entreprises et tout, de vouloir imposer un modèle, de dire qu'aujourd'hui, c'est ce modèle-là qu'on va devoir mettre en place, c'est ça qui va devenir le nouveau management de demain finalement, en lui donnant un nom de démocratie ou autre, et en perdant finalement de vue la prise en compte des particularités et de savoir que toutes les entreprises, même si elles doivent régir par une sorte de grille commune, n'ont pas forcément le même degré de maturation et ne peuvent pas arriver aux mêmes choses ou même n'ont tout simplement pas les mêmes configurations et du coup ne pourraient pas avoir les mêmes attentes. Un salarié qui va travailler uniquement pour gagner son pain dans une entreprise ne trouvera aucun sens à son entreprise et peut-être qu'un modèle de démocratie serait contre-productif aussi dans ce cas-là. Pour revenir sur par exemple les universités, est-ce qu'avant de vouloir avoir un modèle de démocratie en interne, il ne faudrait pas travailler ce sens que tout le monde puisse se sentir partie prenante dans l'université pour éviter un petit peu des modèles où beaucoup d'étudiants seraient un peu sur le carreau de ces espaces qui finalement ne seraient emparés que par une petite frange des étudiants et où les autres viendraient juste prendre leurs cours un peu en consommateurs et partiraient et ne deviendraient pas de vrais acteurs. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu ce lapsus des fois entre le modèle qu'on projette d'une démocratie idéalisée au travail, d'instances qui roulent parfaitement, en parfaite symbiose, et la réalité de l'aspiration des gens, la réalité de l'évolution, de la maturation aussi, d'où on en est dans la société et dans chaque groupe. Merci. Et une dernière question. Bonjour. Que pensez-vous de l'affirmation que ça occasionnerait un stress chez des travailleurs
que de les inclure dans les décisions et de faire un manageriat participatif, un stress en plus du fait qu'il n'ait pas l'habitude et pas tous l'envie de participer aux décisions de l'entreprise, et que, un peu comme a pu dire la personne avant, que ces personnes sont plus là dans leur travail pour travailler, pas plus. Elles sont salariées, elles ne se veulent pas patronnes et elles veulent pas participer à des objectifs particuliers. Merci beaucoup. Peut-être. Alors, sur ce dernier point, je pense que ça fait partie effectivement des réalités. Il y a une vraie interrogation qui peut exister sur la légitimité des personnes à participer justement à la décision. Voilà. Est-ce qu'on est légitime parce qu'on n'a pas l'information sur toutes les composantes du fonctionnement de l'entreprise? Est-ce qu'on est légitime à le faire? Et est-ce qu'on a envie finalement de prendre ce risque de participer à des instances complexes, avec parfois de la confrontation et avec une implication forte? C'est une réalité aussi. C'est aussi pour ça qu'on parlait formation, qu'on parlait aussi de formes différentes qui permettent justement d'associer peut-être pas toujours toutes les personnes en même temps à tout, qui permettent aussi de rendre ça plus finalement compatible avec d'autres formes d'aspiration. Et je pense que finalement un des facteurs de succès de toutes ces formes de démocratie au travail, de dialogue au travail, c'est aussi qu'elles soient souples et qu'elles puissent s'adapter aussi à la diversité des entreprises. C'est pour ça on a des instances de dialogue social qui sont prévues par la loi avec un format qui est très précis. Sur le dialogue qu'on appelle plus dialogue professionnel, c'est peut-être finalement une chance pour l'instant de ne pas avoir un format très défini qui laisse aussi de la marge de manœuvre pour l'adapter en fonction finalement des contextes, et y compris au sein d'une micro-équipe, pouvoir se donner un peu de la marge de manœuvre en fonction des aspirations des personnes. Oui. Alors, sur l'injonction à la démocratie, moi je pense qu'on vit une période où c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur l'idée que ça va être plus efficace si c'est plus autoritaire. On le voit en France, on le voit à l'international. On a quand même des exemples qui montrent qu'on n'est pas tellement poussé à plus de démocratie aujourd'hui. Et c'est parce que ce soir on en parle, mais finalement il y a très peu de lieux où on parle de démocratie au travail. Ça n'arrive jamais. On le disait au début, c'est un peu un impensé de notre système. Donc c'est vrai que moi je le vis pas comme une injonction. Voilà, je le vis plutôt comme à contre-courant dans les évolutions récentes. Sur la question de est-ce que c'est élitiste d'être démocratique au travail, non mais en fait je pense que juste ça se fait de façon différente. Moi, j'ai accompagné beaucoup de reprises d'entreprises en difficulté, donc dans le monde ouvrier, où la question on va reprendre l'entreprise et on accompagne, mais même récemment, en Vancorex, en fait, les gens au début, 4 mois avant, au moment où l'entreprise est en difficulté, et 4 mois après, au moment où ils déposent leur offre de reprise en coopérative, c'est plus les mêmes personnes. En fait, on a des personnes qui apprennent, qui s'intéressent, qui font ensemble, qui se posent des questions et qui évoluent. Et ça se fait pas de la même manière, on n'utilise pas les mêmes mots, mais en fait des boîtes de coopératives dans le BTP, c'est là où on en a le plus. Donc c'est une manière différente de faire de la démocratie, mais ça se fait quel que soit le profil des personnes. Le troisième élément, c'était sur la question de est-ce qu'on doit imposer de la démocratie quelque part. Je pense que le mot démocratie, il fait un peu peur parce que mais en fait derrière le mot démocratie, il y a la question de est-ce qu'on considère la personne, est-ce qu'on l'écoute, de quelle manière on la fait travailler dans l'entreprise, est-ce que juste elle arrive, on lui donne des ordres, ou est-ce qu'elle est vraiment partie prenante de quelque chose qui est un bout de sa vie. Et pour moi, ça renvoie à quelle société on veut avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que on doit être consommateur dans notre société une grande partie et en sous-traitant une grande partie de notre vie, ou est-ce que on considère qu'on doit accompagner chacun à avoir une place où il peut être acteur en faisant attention, j'entends la question sur la question du stress que ça procure. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas mettre les personnes en difficulté à surtravailler, par exemple. La question de la démocratie au travail peut entraîner du surtravail. Donc ça nécessite de la vigilance, mais ça correspond quand même à un projet de société particulier où les personnes sont actrices de leur vie.
Donc, moi, je pense que effectivement, beaucoup d'expériences montrent qu'il y a un stress en plus, ou en tout cas pas l'habitude et pas forcément l'envie. C'est pas ce que j'attends, c'est pas ce à quoi j'ai été formé, et puis je suis pas payé pour ça. Donc, je vois pas pourquoi je ferais ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça, et donc il faut aussi savoir partir de là. Et du coup, c'est vrai qu'il y a d'abord une réflexion à mener, mais une réflexion partagée de pas seulement quel type de démocratie, mais pourquoi. Ça pourrait être intéressant. Mais par rapport à la première intervention, puisque vous n'avez pas prononcé le mot de consommation, mais c'était, voilà, je viens ici pour avoir mes cours, je viens ici pour avoir mon salaire, etc. On a quand même cette période, soi-disant, donc des années 70, 80, 90, qui est caractérisée par ça, montée de l'individualisme, du consumérisme, etc. Ce qui a justifié de la part des élites la technocratie. Dire, bon, bah, maintenant, ils s'en foutent un peu, donc on va décider de l'organisation des choses, et le pays, symptomatique de ça, c'est les États-Unis où on avait une abstention générale de non-participation aux élections de plus de la moitié de la population. Et donc, les technocrates pouvaient arriver parce que les gens, ça les intéressait pas. Enfin, vous voyez ce que ça donne quand même. Ce que ça donne, c'est que les gens, au bout d'un moment, ils se disent, ça va pas du tout. Les décisions ont été prises malgré moi, sans moi, contre moi. Et donc, en ce moment, il n'y a pas d'injonction, il y a vraiment un appel à la démocratie avec beaucoup de polysémie de ce qu'on entend par la démocratie, mais les populismes se construisent sur un appel à la démocratie, rendre le pouvoir au peuple qui a été extorqué par les technocrates au nom du consumérisme, de l'individualisme. Et donc, c'est peut-être arriver à se poser collectivement, peut-être une parole d'élite, de ne pas être content de Trump, hein, peut-être, mais de se poser collectivement de cette conséquence du rapport consumériste au service public, à des choses comme ça, qui peut être en première volonté le comportement, mais de se demander chacun quelles conséquences ça peut avoir. Mais encore une fois, ce qui est le pire, parce que c'est aussi ça, le pire, c'est de prétendre le faire, de ne pas le faire réellement. Et là, on arrive à Amartya Sen. J'entends bien ce que vous dites. Amartya Sen, il est contre l'aide au développement qui vient d'en haut, mais il n'est pas contre la démocratie. Au contraire. Enfin, toute la théorie What is Freedom, c'est à propos de construire des vraies démocraties au sens où les gens aient les capacités et les instances pour le faire et construire la capacité de se faire leur propre projet et qu'il y ait les instances collectives pour qu'ils leur permettent de réaliser leurs projets, donc des systèmes de santé, d'éducation, mais aussi une démocratie. C'est au cœur de la philosophie d'Amartya Sen. Merci beaucoup pour cet échange, ces questions aussi qui ont permis d'enrichir le débat, de poser aussi cette question quand même de la volonté. Hein. C'est vrai que on peut pas imposer la participation. Je veux dire, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et donc il y a tout un changement culturel à opérer. J'ai bien entendu aussi la remarque de Bruno à plusieurs reprises. C'est pas la peine de faire des promesses, encore faut-il les atteindre. Ça met un peu la pression, mais on va essayer de faire des choses bien pour que les gens aient l'impression d'avoir leur mot à dire. Merci beaucoup pour votre présence aussi, c'était très précieux. Et je pense que l'IEP de manière générale va continuer ce genre de discussion à ce format-là. De mélange de perspectives. J'espère que vous viendrez aussi, parce que les sujets un peu conflictuels et d'innovation sont nombreux, ne manqueront pas à l'avenir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.